Donc, bonjour, nous allons attaquer un nouveau chapitre sur les fonctions trigonométriques que vous avez déjà normalement un peu traité en première. Donc, il s'agit des fonctions sinus et cosinus. Dans le premier paragraphe, on va étudier la fonction sinus. Dans le deuxième, on fera la fonction cosinus. Et on fera un troisième paragraphe sur les résolutions d'équations. Vous avez vu normalement en première que la fonction sinus était impaire. Graphiquement, ça se traduit par le fait que sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et vous avez vu aussi que la fonction sinus est 2π périodique, c'est-à-dire que si on fait x plus 2π, sinus de x plus 2π, on retombe sur sinus x, ce qui se traduit graphiquement par le fait que la courbe de la fonction sinus est invariante par translation de vecteur 2πi. Donc, cette année, on va rajouter la dérivée. Donc une propriété admise, la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. Et on en déduit la formule après avec la formule sur les composés. Si on veut dériver sinus u avec une fonction, on obtient cosinus u fois u', qui est basé sur la dérivée de v rond u. Ici, v est la fonction sinus. Et nous allons utiliser la parité, la périodicité de la fonction sinus pour la tracer. Et le fait qu'elle soit impaire et puis périodique nous dit qu'on peut se contenter dans un premier temps de se placer sur 0π et après pour des raisons géométriques ça nous donnera dans un premier temps sur moins pi et après grâce à la translation sur r en entier. Donc je vous ai refait un petit dessin, je vous rappelle que le cosinus on est ici, on se place sur 0π, donc 0 à droite sur le cercle, pi est ici, le cosinus est ici. Ici, il est positif, donc jusqu'à pi sur 2, et ensuite il est négatif. Et on en déduit que le sinus est croissant sur 0π sur 2, et la fonction sinus est décroissante sur l'intervalle pi sur 2π. Et on connaît les valeurs remarquables de sinus de 0, sinus pi sur 2, sinus pi. Comme elle est impaire, il y a une symétrie, et donc ce qui nous permet d'obtenir le tableau suivant sur moins pi. Alors normalement, là, il y a 0, si vous voulez rajouter, je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez. Il y a 0 avec 0 ici. Et la symétrie nous dit qu'elle va être décroissante sur moins pi sur 2 et croissante sur moins pi sur 2, 0. Et on peut en compléter et on obtient le tableau suivant. Et ensuite, grâce à la périodicité, on va pouvoir représenter la fonction sinus sur R complet. Donc quelques valeurs remarquables. Ici, il y a 0. En pi sur 2, ça vaut 1. En pi 0. On va faire plutôt dans l'autre sens. En moins pi sur 2, ça fait moins 1. Et en moins pi 0. Ici, on a là un écart de 2π qui est la période. Donc on se retrouve aussi avec moins 1. On va aussi placer, pour aider au graphique, les tangentes. Donc en moins pi sur 2, enfin en pi sur 2, en moins pi sur 2, le cosinus fait 0, donc on a des tangentes horizontales. Après, grâce à la périodicité, elle est aussi horizontale ici, en 3π sur 2. En 0, la dérivée, c'est cosinus de 0 qui vaut 1, donc le coefficient directeur de la tangente vaut 1, ce qui permet de placer une tangente ici. Et après, pour les raisons de symétrie, ici, on va avoir moins 1. Enfin, on peut aussi calculer à peu près par là. Voilà, j'ai fait approximativement. Une fois qu'on a ces tangentes, on peut représenter donc on voit aussi qu'ici on a un point d'inflexion. On peut justifier qu'il y a des points d'inflexion tous les pi. Pour ceux qui savent plus ce que c'est qu'un point d'inflexion, je vous renvoie sur le cours sur la convexité. Voilà.
Et je vous donnerai en classe, quand on se reverra, un graphique qui est sur un intervalle plus grand.